Tout d'abord, avant, est-ce que vous avez, donc, qui parmi vous, donc, il est initié également, ou bien il prescrit la VNI? Disons d'abord prescrire la VNI pour vos malades. Qui parmi donc, les présents qui a. Vous pouvez lever la main. D'accord, c'est bien. Maintenant, on va essayer de voir comment cette procédure, comment vous faites. Est-ce que vous la faites à l'hôpital, disons à l'institution, au hospitalier, ou bien vous la faites d'emblée à domicile? Hospitalier, d'accord. Donc, voilà, donc, je ne sais pas si ça passe ou non. Donc, d'une part, voilà, uniquement, c'est-à-dire, vous le connaissez, comme quoi la ventilation non invasive, donc, de façon générale, c'est-à-dire ce n'est pas la ventilation à domicile, de façon générale, ces indications, c'est devant une détresse respiratoire aiguë, hypoxique, ça peut être effectivement le cas des œdèmes aigus de poumon cardiogéniques, des insuffisances respiratoires hypoxémiques, c'est en particulier cette population immunodéprimée. Également, ça peut être une détresse respiratoire aiguë hypercapnique, pratiquement qu'on rencontre assez souvent. Également, ça peut être une alternative. Donc, avant d'envisager, chez un malade en réanimation, d'envisager une intubation, on préfère donc passer d'abord à la VNI, si l'état du malade le permet. Également, ça peut être disons, une option, voire même donc une thérapeutique qu'on va faire au long cours. Et ça va de soi, donc également, c'est des malades opérés après extubation. Parfois, on s'est amené à avoir l'usage de la VNI, mais ici, on s'inscrit dans un cadre hospitalier. Donc, voilà, donc on va essayer de faire un certain nombre d'éléments. D'abord, d'ordre épidémiologique, qu'est-ce que la littérature dit sur la VNI à domicile. Les recommandations, malheureusement, on a l'autre autorité sanitaire, il est au Maroc. C'est depuis quelques mois, mais on n'a pas encore elle n'a pas encore élaboré un certain nombre. Donc, il y a beaucoup de travail qu'il a derrière, sur le tas, donc pour faire un certain nombre de recommandations dans différentes médicales, en particulier dans la ventilation. Et on va prendre les recommandations de la haute autorité sanitaire française. Et c'est en particulier donc, des procédures qu'à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris donc, il préconise, un certain des cas pratiques. Alors voilà, donc évidemment on s'inscrit en France, puisqu'on n'a pas des statistiques marocaines, à moins que Khalid, évidemment, les différents prestataires peuvent avoir une idée des malades ventilés. Donc en 2017, ils ont dénombré quelque chose aux alentours de 50 000 patients ventilés en France. Donc évidemment, ils décrivent comment c'est des données de la CNAM. Il y a une augmentation en l'espace de 10 ans de 20 000 à 50 000. Vous voyez donc l'importance de cette procédure. Donc des apnées de sommeil, une estimation entre 370 000 à 40 000, soit donc pratiquement 11 000 à 22 000 nouveaux cas. Vous voyez donc des malades qui seront ventilés. Et évidemment, on inscrit ici les CPAP également dans ces ventilations. La PPCO va représenter en France entre 10 000 à 20 000 patients, soit 3 500 nouveaux cas par an qui vont être donc candidates donc à la ventilation. Ici, donc, c'est une évolution de 1995 à 2010. Vous voyez les différentes, disons, la VNI au long cours, en particulier celle de PPCO. Vous voyez donc dans les cas aussi bien la tuberculose, également donc pratiquement les BPCO qui sont en rouge. Vous voyez cette courbe qui est pratiquement des 95 qui va augmenter au fur et à mesure des années. Les kyphoscolioses, donc c'est pas restrictive. Les dilatations des bronches, la courbe qui est en vert. Également les apnées de sommeil et les neuromusculaires également qui sont importants. Donc, évidemment, c'est fort possible qu'on aurait une courbe, donc des courbes similaires au Maroc. Mais évidemment, il faut des statistiques pour ça. Et ici, la VNI comme traitement additionnel de la BPCO sévère. Vous voyez, c'est intéressant ici. Donc, vous voyez des malades qui sont mis uniquement sur oxygène. C'est la courbe en bleu. Et ceux qui vont être mis sur oxygène VNI. Donc, ici, je pense que c'est un message pour nous, pneumologues. Faites attention, il ne faut pas, le BPCO, c'est toujours pas, c'est l'oxygène.
Il y a autre chose, il y a donc tout un problème, effectivement, d'hypercapnie qui va s'installer et donc des défauts de ventilation qui va nécessiter qu'il faut mettre ces malades donc couplés à l'oxygène. Et c'est une étude qui a été faite en 2014, donc voilà, sur 195 patients. Donc ils ont éliminé les obèses, insuffisance cardiaque. Vous voyez donc la VNI était une phase de titration, donc avec une baisse de la PaCO2 de 20% pratiquement, qui est baissée au-dessous de 49 mm. Et c'est les paramètres qu'on va voir, l'IPAP et l'IPAP, qu'on va essayer donc de discuter. Donc ces BP sévères étaient de l'ordre, un VMS aux alentours de moyenne de 28% quand même. Insuffisance respiratoire chronique avec une PaCO2 à 58 mm. Donc, ici, donc, dans cette population, le test de marche était donc pratiquement distance parcourue juste au-dessus de 200 mètres. Donc, vous voyez ces deux courbes comme quoi il y a l'une qui est l'association de la VNI et l'OLD, donc en termes de mortalité, pratiquement après 400 jours, donc est de 12%, alors que pour ceux uniquement sous oxygène, elle est de l'ordre de 33%. Donc, vous voyez donc ici, donc, après l'exacerbation sévère, la réduction des exacerbations. Également, on a le même topo pour ceux qui sont uniquement également sur VNI. Et donc, ça permettrait de réduire le nombre des exacerbations. Ici, donc, c'est pratiquement donc, uniquement la procédure qui est faite, donc, qui a été publiée en Respiratory Medicine, donc la procédure donc, de la mise en place de la VNI, mais on va la détailler tout à l'heure. Alors, quels sont les critères d'inclusion dans cette étude? Donc, c'était les atteintes restrictives, le neuromusculaire pariétal, l'hypoventilation, ceux qui stables donc, en dehors d'infection. Ils ont éliminé, donc ça c'est uniquement le protocole de l'étude. Ils ont introduit donc les malades qui ont une scoliose, myopathie, donc ils ont beaucoup plus pris donc les malades surtout les restrictifs et également les neuromusculaires. Voilà donc ici, donc, point de vue en ce qui concerne il n'y a pas de différence dans cette étude, comme quoi, entre l'hypoventilation et les saturations nocturnes, sur la gazométrie et sur l'observance. Également, il n'y a pas de différence importante en ce qui concerne la qualité de vie de ces malades. Voilà donc ici, en ce qui concerne la ventilation, donc les données de la littérature, en ce qui concerne ces appareils, donc vous allez voir, donc, et on remercie l'équipe de Oxydome dans la personne de Cheikh Khalid Bouhlel, donc d'avoir nous accompagnés. Donc en ce qui concerne donc la démonstration, également on va vous faire une petite surprise à la fin. On ne va pas leur donner des appareils, Cheikh Khalid. Donc on va essayer de voir différents types d'appareils. Donc la VNI à domicile par rapport à la VNI en hospitalisation. Donc, il y a un ajustement qui est nécessaire en hospitalisation par la gazométrie, donc en partie nocturne. Donc ici, la VNI à domicile, on pourrait avoir un télémonitoring qui existe au Maroc, la capnographie qui existe, elle n'est pas répandue, mais ça existe. Il y a des ajustements donc, des malades, également des accompagnants, des appels téléphoniques, etc. Habituellement, ils préconisent une réévaluation à 6 mois, mais je pense qu'on doit être beaucoup plus précoce. C'est beaucoup plus médicalisé, donc un contexte qui est environnemental qui permettrait, mais je pense qu'on ne pourrait pas attendre 6 mois pour évaluer. Je pense qu'il faut un peu plus tôt. C'est ça, oui. Des mises en place dans des conditions. Donc ici, donc pratiquement, vous voyez donc, point de vue, l'initiation soit à l'hôpital, soit à domicile, comme quoi la différence. Pratiquement, il n'y a pas de différence entre un malade. Ça ne veut pas dire comme quoi il ne faut pas initier à l'hôpital ou bien à la clinique. Il faut l'initier, mais disons, dans cette étude, ils n'ont pas trouvé de différence entre initier à domicile et à l'hôpital. Mais je pense qu'il y a beaucoup de conditions qui s'inscrivent ici. Donc, par contre, effectivement, ce que je dirais, le dernier point, comme quoi, c'est vrai, il y a une réduction significative. Évidemment, si on va mettre d'emblée la VNI à domicile par rapport à l'hôpital, donc il y aura une réduction. Pratiquement, il est de 76 € à domicile, alors qu'il était de l'ordre de 3 913 à l'hôpital. Mais évidemment, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent ici. Voilà, effectivement, également, en ce qui concerne les différentes catégories, les PPCO, les neuromusculaires, entre les deux, en ce qui concerne mettre à domicile, mais également c'est l'étude qui est faite entre la France et l'étranger, c'est-à-dire qu'on compare comme quoi 5 jours, 6 jours par rapport selon les pays.
Voilà, donc ici, c'est une qui était apparue à la revue du maladie respiratoire en 2010. Donc, il y a tout un numéro sur la VNI. Ils disent comme quoi, c'est-à-dire, voilà, mettre une ventilation invasive au long cours, hospitalisation de 4 à 5 jours, on était spécialisé. C'est pratiquement, c'est pas, on n'est pas, ça dépend de l'état du malade. Il n'y a pas une obligation de garder le malade 4 à 5 jours. Pratiquement, on pourrait même envisager, si le malade est stable, s'il n'y a pas de compensation, on pourrait envisager de le faire en hôpital 2 jours. Donc pratiquement, il rentre le matin, à la fin de la journée, il peut rentrer chez lui avec son appareil. Mais évidemment, ici, donc, ils disent comme quoi, de 4 à 5 jours, on était spécialisé par 20. Donc, ils ont pris donc, des patterns, des malades qui ont été hospitalisés 4 à 5 jours, d'autres en hôpital 2 jours et d'autres à domicile. Donc, disons, il y a une certaine adaptation, aussi bien du malade, son éducation, la ventilation, donc le monitorage. Et à domicile, on voit en bas, c'est l'adaptation, l'éducation du malade à domicile, la ventilation de lui, le monitorage. Donc, c'est un certain nombre d'impératifs qu'il faut accompagner. On passe. Donc, alors, la question qu'on se pose, quel patient candidat à l'introduction à domicile? Il y a d'une part l'insuffisance respiratoire stable, donc il faut stabiliser, on peut l'envisager. Lors d'une insuffisance respiratoire chronique hypercapnique, mais stabilisée, le plus souvent d'origine restrictive, c'est la kyphoscoliose, les maladies neuromusculaires, l'obèse, et également, je pense, y compris les syndromes d'apnée de sommeil. C'est la pathologie obstructive, BPCO, asthme sévère, quoique cette rubrique, c'est-à-dire dans la littérature, est controversée. Il y a ce qui disent qu'ils n'optent pas d'emblée à la VNI à domicile pour ces malades. Mais je pense qu'ils considèrent des conditions, comme quoi les conditions des malades, est-ce qu'elle est stable, est-ce que donc on arrive à maîtriser, c'est-à-dire la VNI à initier à l'hôpital ou à la clinique, également, est-ce qu'on pourrait la continuer à domicile? Également, comme impératif, ils disent comme quoi proximité d'un hôpital avec une équipe experte en VNI, donc l'activité géographique, donc on ne pourrait pas la mettre n'importe où. Je pense actuellement, en fin 2025, on peut avoir, parce que j'ai l'occasion de faire des VNI, même pour des personnes qui sont loin du centre de Casablanca. C'est faisable. Ça dépend de l'éducation du patient et de sa famille pour continuer. Mais évidemment, il faut prendre des précautions. Et également, comme je viens de dire, l'entourage. Alors ici, ici c'est un élément important, c'est-à-dire, c'est une question que vous poserez. Lorsque vous préconisez, on pourrait vous envoyer tout ça, donc ne faites pas, donc on pourrait vous envoyer tout ça apparemment, il n'y a pas de problème. Lorsque vous initiez, donc vous prescrivez une VNI tout court, ou bien VNI à domicile, quelle est votre ordonnance, qu'est-ce qu'elle comporte? Mis à part le nom du malade, qu'est-ce que vous comporte? Qu'est-ce que vous marquez dans votre ordonnance? On est entre nous, il n'y a pas de problème, c'est pas un examen. Allez, on peut, allez. Hein? Pardon, vous l'avez pas vu. D'accord, un collègue, oui. Qu'est-ce que vous marquez? Parlez à voix haute, comme ça qu'on arrive à vous. Venez à domicile. D'accord, tout court. D'accord. vous l'avez pas fait. Oui, madame. Hein? Madame Sabia. Bien sûr, l'identité du patient, son âge, ses antécédents, la cause, l'indication de la VNI, oui. Son état actuel, et le mode de VNI à proposer. C'est-à-dire essayez d'expliciter ça. Déjà, j'ai discuté avec le prestataire. D'accord. Donc c'est une discussion que vous avez déjà entamée. Discussion où généralement le prestataire nous aide beaucoup. Il nous propose le mode, il nous propose le réglage. Mais nous, surtout, pour moi, c'est surtout le diagnostic et la stabilité du patient. C'est très important. Est-ce que c'est une BPCO? Est-ce que c'est un SAUS? Est-ce que c'est un... D'accord, donc c'est ça, évidemment. C'est clair, évidemment. Est-ce que c'est une fibrose pulmonaire avec hypercapnie? C'est ça, évidemment. Vous dites, voilà, quelle est... D'accord. Et la stabilité, parce que moi, ça m'arrive de prescrire de la VNI d'emblée à domicile. D'accord. Parce que, premièrement, il y a le problème de moyens. Les patients n'ont pas les moyens
être hospitalisé dans une clinique ou dans... Parfois, on n'a pas les conditions pour les hospitaliser chez nous à l'hôpital. Et ils préfèrent rester à domicile, mais à condition que l'État soit stable et que l'équipe soit... l'équipe va l'accompagner, c'est ça. Soit bien expérimentée et la possibilité d'avoir une personne avec qui collaborer dans la famille. C'est-à-dire qu'il coach chez Wild ou les chez... D'accord, c'est ce qu'on a dit, effectivement, c'est comme quoi des accompagnés. Oui, docteur Moutamil? Oui, c'est pareil que Madame Saber. C'est surtout, je tiens compte du diagnostic, de la stabilité du malade, et puis le prestataire sur l'ordonnance. D'accord. Surtout les réglages, le type de l'appareil. Non, est-ce que vous m'immiscez dans le réglage? C'est ça ma question. Est-ce que vous m'immiscez dans le réglage? D'accord, il y a la collaboration avec l'équipe. Donc, justement, moi, l'objectif de cet atelier, j'ai insisté pour assister à la VNI, surtout à le côté de réglage, comment gérer les fuites, comment gérer les sécrétions abondantes, comment gérer le patient qui est en position assise, mais qui connaît beaucoup de fuites, c'est surtout le côté réglage. D'accord. Oui, docteur Zina? Pour initier Je parle de l'ordonnance. Votre ordonnance, qu'est-ce qu'elle comporte? C'est ça? Non, le prénom, le diagnostic, d'accord, oui, le bilan. Oui, c'est ça. Quelle information vous donnez? C'est ça, c'est ma question. Qu'est-ce que vous donnez comme information? L'état de conscience du malade. C'est l'état du malade, c'est ça. L'état du malade, c'est ça. Il faut qu'il soit conscient. C'est ça. C'est sûr. Le bilan gazométrique. Ah, d'accord, c'est ça. C'est important. La gazométrie, c'est important. Ah oui. C'est ça. À vrai dire, une VNI sans gazométrie, c'est ça. On parle d'un malade qui est ventile mal. D'accord. Si on veut initier la VNI oui. dans une clinique, est-ce que ce sera à la réanimation ou dans un service ou dans le service? Au fait, disons, si votre malade, vous l'avez mis, donc on prend un exemple assez fréquent, ça peut être une PCO. Une PCO qui va faire une exacerbation sévère, et donc vous ne pouvez pas gérer donc en ambulatoire, vous allez l'admettre à l'hôpital ou une clinique. Vous avez fait une gazométrie, vous voyez des chiffres de la capnie qui est élevée, une hypoxie. Donc ici, soit ça dépend de l'état de conscience. Est-ce que c'est un malade que vous avez gardé en soins intensifs? Après, c'est un soin intensif, ce n'est pas une chambre normale. Donc, en soins intensifs, est-ce que vous avez les garder en plus de traitement médical, donc le bronchodilateur, corticoïdes, inhalés? Est-ce que, évidemment, s'il y a une cause infectieuse à détecter et à traiter, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il est en train, donc, une fréquence respiratoire qui est pratiquement à 40. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ici, la discussion avec le médecin réanimateur, est-ce qu'on va l'admettre en réanimation? Il n'y a pas de place, bien pour d'autres raisons. Est-ce que l'État, il est encore conscient? Ici, évidemment, c'est l'indication dans les soins intensifs, vous avez initié la VNI. Parfois même, il est admis en réanimation, mais il n'est pas obligatoirement intubé. On va faire cette ventilation invasive. Donc, c'est toute une discussion et également une surveillance de l'état des malades. Je ne sais pas si Khalid vous dire. Fais de l'aspect. Fais de le côté. Fais le côté comme ça. Sur le plan opérationnel, on peut. C'est-à-dire, nous, on a des questions à vous poser systématiquement. C'est-à-dire l'état de conscience du patient, conscient, semi-conscient. Bien sûr, s'il est dans les vapes, contre-indication. Deuxièmement, on a besoin de savoir que fait la PCO2 et la PO2 pour voir les niveaux. Troisième point, en général, c'est dans une clinique ou dans un hôpital. Et donc, on pose la question, est-ce que le patient est hospitalisé en réa, en soins intensifs, ou il est dans une chambre? Donc, de là, déjà, on situe. Mais nous, comme vous voyez ici, la panoplie des appareils, vous voyez ça. On va y arriver. C'est-à-dire on a besoin de renseignements pour être efficace. Sinon, on va faire des yo-yo, machines monolocaux, machines géines. On va perdre du temps et ça risque de nuire aux patients. Donc, pour résumer, les différents cas de figure, c'est-à-dire en réa, on sait à quoi nous attendre, en soins intensifs et en chambre. C'est un modèle
C'est un modèle assez détaillé. Évidemment, ce n'est pas tellement lisible. Et déjà, il faut choisir le ventilateur. Il y a le nom, prénom, et la date, c'est sûr. Mais évidemment, je pense également même avoir d'autres renseignements que ce n'est pas mentionné ici. Vous voyez d'abord de choisir le ventilateur, lequel, d'une part, le réglage, le mode ventilatoire. C'est dont vous parliez, Dr Sabir, tout à l'heure. C'est tout ça. Donc, et également les interfaces. Donc, également qu'on va aborder. Donc, on va pas essayer. Vous voyez, également l'oxygène associé ou non. Alors voilà également d'autres modèles dans différents centres hospitaliers, donc en France, donc la ventilation en France, qui le remplissent évidemment aussi bien pour l'organisme de remboursement. Donc vous voyez, c'est un certain nombre des éléments sur le diagnostic, sur la durée également. Donc tout cela, vous l'aurez. Voilà. Alors, maintenant, la ventilation à domicile. Quel type de respirateur? Donc, effectivement, dont on parlait chez Boulel, il existe des respirateurs avec, donc, et c'est uniquement pour vous tracer. Après, on va laisser un moment pour aller voir. Il y a des respirateurs de niveau 1. Habituellement, on a 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, c'est sans batterie. Et c'est quelque chose, c'est Boulel, c'est pas ça, qui a été évolué parce que c'est possible. Donc, la première idée, sans batterie jusqu'à 8 heures. Par 24 heures de ventilation, seulement, par exemple, dans le sommeil. Le respirateur de niveau 2 avec batterie interne, pour une utilisation de 8 heures à 16 heures. De niveau 3, support de vie avec une batterie interne pour une utilisation pratiquement de 16 heures jusqu'à 24 heures. Mais ce n'est pas uniquement ça qui conditionne le niveau 1 et niveau 2. C'est uniquement ça. Alors voilà les différentes marques. Donc les interfaces, on va les voir, le masque, facial, nasal, narinaire, la canule, lorsqu'il y a également qui est trachéotomisée, l'ombilical ou la pipette, les circuits de respirateur, les circuits, la tuyauterie, les circuits peut-être chauffants si nécessaire, les humidificateurs, tout ça, donc on va essayer de le voir. Donc ça, c'est, vous voyez, donc, il y a le ventilateur et les interfaces. Et voilà ici l'interface patient-machine. Donc, un certain nombre de masques, évidemment, un certain nombre de points qu'il faut faire attention, comme c'est marqué en rouge, attention à l'espace mort, à la gestion des fuites, à la fermeture de la bouche, surtout lorsqu'un malade qui est ventilé durant le sommeil. C'est évidemment des filtres, vous voyez, donc avec humidificateur, avec réservoir d'eau chauffant. Donc, c'est disponible, on pourrait leur montrer ça. Oui. Donc, où mettre en place la vie? Évidemment, la question. C'est ça la question. À l'institution, clinique, ou hôpital, ou bien à domicile. Poser l'indication de venir à domicile, informer le patient, donc évidemment ce que vous avez dit, sur les objectifs, l'intérêt, les modalités, les risques, le consentement éclairé, ou bien de sa famille, anticiper les complications médicales, sociales et organisationnelles, s'assurer de la qualité de l'entourage, informer le professionnel de santé, le prestataire, sur le diagnostic, l'historique pronostic, élaborer une prescription initiale, ventilateur avec réglage sur l'ordonnance et l'interface. Alors ici, donc, c'est les recommandations de la HAS, le lieu de mise en route en fonction de l'âge, de la pathologie de l'entourage. Donc ici, il préconise 4 à 5 jours avant de passer à domicile. Donc c'est mais évidemment, nous, on n'a aucune instruction, on n'a aucune recommandation. Donc on est libre, mais ça ne veut pas dire comment on est libre. Donc évidemment, c'est en fonction donc, de l'état de notre malade qu'on va essayer de décider. Ce sont des malades adultes, non trachéotomisés, état clinique stable, éligibles à la ventilation. Des ventilations, habituellement, on commence par le niveau 1. Prescripteur qualifié, donc confirmant préexistence, la prescription médicale détaillée. Donc, on devrait commencer à apprendre à s'habituer à avoir une prescription détaillée de notre ventilation en termes de ventilateur, de réglage et de ça. Parce qu'à vrai dire, ça dépend avec l'équipe d'Occident, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc il y a pas d'autres qui ne sont pas assez, ils n'ont beaucoup d'expérience, et vous risquez d'avoir, donc, ils vont avoir n'importe quel réglage et n'importe quelle interface. Donc la présence, donc ici, la recommandation existe un médecin lors de l'installation, donc mise à disposition d'autres de surveillance à mémoire, comme des relevés. La transmission des résultats si besoin au médecin capable d'adapter la prescription. Donc un aller-retour d'informations entre le malade, le prestataire et le médecin.
en cas d'échec au cours du premier mois, le malade doit être référé à un service qui a l'expérience de cette VNI. Donc également un certain nombre, une surveillance qui va le premier jour, deuxième, troisième jour. Comme j'ai dit, c'est toujours des recommandations de la HAS française, ce n'est pas marocain. Donc à J8, à J15, à J8, puis 5 visites au total. Je ne sais pas si vous essayez de nous dire qu'est-ce que vous faites, parce que vous n'avez pas de recommandations. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, on n'a pas de recommandation, mais on contextualise. C'est-à-dire par rapport au contexte. Alors, les deux, est-ce que je m'élargis ou je fais juste... Non, exemple, c'est important. Oui, par rapport au point, bien sûr, on suit. Nous, il est recommandé au mois de septembre à l'ERS, dernier ERS, les recommandations concernant la mise en place de ventilation non invasive avec obligation de télésuivi VNI. Il y a au moins une dizaine de communications. Il y a eu une quinzaine d'articles qui sont sortis dans ce sens. Si vous les souhaitez, on peut vous les envoyer. Obligation de faire de la ventilation, du télésuivi ventilation. Alors quand on dit télésuivi ventilation, c'est-à-dire qu'on est en temps réel, presque, dans ces rubriques-là. Nos équipes ont l'interface digitale qui nous montre ce que fait le patient, et peut-être qu'on aura le temps de vous montrer le type de rapport. Pression, on joue dessus, une fois monitoré, on pose. Donc du coup, là, ça devient caduque, ces histoires. Pourquoi? Parce que nous avons, par exemple, une équipe spécialisée qui, chaque jour, consulte les plateformes que nous avons. Donc du coup, on sait exactement ce que fait un patient. Et même, nous, on a devancé un peu. En plus du télésuivi, nous avons tout ce qui est, on peut, mais ça c'est des options aussi. Une montre avec une plateforme qui nous permet et qui vous permet à vous de voir l'état du patient en général. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort pas. Il a des douleurs, il n'a pas. Il tolère le traitement, il tolère pas. Il est dépressif, et ça c'est des questions et tout ça. Et aujourd'hui, on peut vous montrer un cas, par exemple, avec le professeur Ouzienne, on peut vous montrer ce qu'on a pu remonter comme information par rapport à un cas de fibrose avancée qu'on suit depuis 3 ans. Et donc là, c'est des choses qui sont aujourd'hui opérationnelles à Casablanca, opérationnelles au Maroc. C'est-à-dire, en plus de la VNI, nous avons la télémétrie. Et ça, c'est opérationnel chez des patients. Donc ici, aujourd'hui, on a les visites et on a le suivi digital. Et le suivi digital nous permet de savoir exactement ce qu'il faut. Le but, c'est d'anticiper. Si on voit qu'il y a le moindre problème. On peut modifier les paramètres à distance. Donc ça, c'est très important. Les gens, par exemple, ici au Maroc, disent oui, on a le télésuivi VNI. Très bien, vous pouvez modifier les paramètres à distance. Ça, c'est important. Parce que si vous ne pouvez pas le faire, donc ce n'est pas du télésuivi. D'accord? Ça, c'est aussi une notion importante. Donc, vous n'avez pas laissé assez de place aux médecins? Là, c'est... Je vous rassure, votre place est très grande et incontournable. Nous, quand on vous donne ces renseignements, c'est à vous de les gérer, ce n'est pas à nous de les gérer. Nous, on vous donne la quintessence. Après, c'est vous le médecin, et vous décidez ce qu'il faut faire. D'accord. Exact. C'est ça, effectivement, c'est-à-dire même ces journées de visite qui étaient par la recommandation de l'âge, mais ça date de 2012, c'est possible que c'est modifié même chez eux. Mais je pense avec le télésuivi, la télémédecine, ça a évolué. Et c'est donc, comme recommandation, à réajustement des réglages, comme dit Siboulel, évidemment, que si nécessaire par avis du prescripteur, par le médecin, le kiné, l'adaptation de l'interface. Oui, allez-y. Oui. Cette télémédecine, les conditions à avoir à domicile, c'est-à-dire les conditions que doit préparer le patient à domicile pour réussir cette télémédecine. Vous avez dit, vous avez une montre connectée, une montre, une connexion, mais pour c'est quoi l'Internet? C'est obligatoire. Le débit d'Internet, c'est ça. Une fibre ou la... Là. Le débit n'est pas, c'est-à-dire l'essentiel qu'il y ait une connexion. Je pense qu'aujourd'hui, dans la majorité des foyers, nous avons une connexion. Oui. Donc là, c'est important pour pouvoir relayer, parce qu'il faut relier
un dispositif qui est l'appareil de ventilation avec une plateforme. Deuxièmement, il faut relier une montre qui va remonter l'information avec une plateforme sur le téléphone. Et donc, du coup, tout ça, c'est des communications. Nous, pour résumer un peu, parce que le thème, si vous permettez, c'est que le thème, c'est VNI à domicile. Quelle est la difficulté majeure que nous avons? Et ça, Mme Naïma, qui est infirmière polyvalente, rodée sur la ventilation non invasive, elle remonte, elle nous remonte systématiquement. C'est que le patient se sent maître chez lui, ou l'entourage patient se sent maître chez lui. Et donc, du coup, la réticence vis-à-vis du traitement est beaucoup plus grande qu'en milieu hospitalier. Dans une clinique, il va se laisser faire. Chez lui, non. Parce qu'il y aura la dame qui va commencer à pleurer. Le fils, la fille. Et donc, du coup, ça va se compliquer très rapidement. Et je trouve que l'une des recommandations des 3 dernières années, par exemple, je prends le cas du BPCO. Le BPCO, aujourd'hui, il y a des recommandations qui disent vous pouvez faire du high flow, donc c'est du haut débit, c'est pas ces ventilateurs, c'est des ventilateurs qui sont au fond. Vous pouvez le faire pour les cas de BPCO. Pourquoi? Parce que c'est une acceptance meilleure. Surtout si c'est BPCO avec exacerbation et avec énormément de mucus. Parce que pourquoi? Vous allez faire du high flow avec humidification et température contrôlée. C'est physiologique. Et donc, du coup, vous rétablissez l'état physiologique des cils. Et donc, vous les remettez dans des conditions optimales pour qu'il y ait remontée de mucus et tout ça. Et tout ça, c'est des choses nouvelles, on va dire. La VNI a évolué réellement les 10 dernières années. C'est devenu d'abord des petites machines de plus en plus petites, des trucs. Donc, les choses ont évolué technologiquement. Et nous, je peux dire qu'aujourd'hui, au Maroc, réellement, on n'a rien à envier aux Français. Par exemple, si on prend la France, la télémétrie aujourd'hui est à la pointe de quelques centres et à peine. Nous, on l'a déjà, opérationnel. Le télémonitoring VNI est opérationnel et il est recommandé par les sociétés savantes internationales. Nous l'avons déjà. D'accord? Juste l'histoire de... Donc effectivement, cette visite, quelle est comme recommandation? Ce qu'on veut, on est en train de dire, le réajustement des réglages, évidemment, a dit encore mieux. La datation de l'interface, le questionnement du malade sur son ressenti, sur ventilation, le relevé, un certain nombre de relevés dont vous avez parlé tout à l'heure, en ce qui concerne on parle que les fuites, l'observance des fuites. Et donc l'oxymétrie nocturne, si on est donc un malade qui est ventilé la nuit, et voire même, et sur demande, une capnographie transcutanée. Vous avez un appareil de capnographie transcutanée derrière, vous pouvez le voir. Également des appels téléphoniques, mais évidemment, voire même s'il est à distance, on pourrait donc avoir donc un compte rendu plus détaillé, une transmission systématique des données donc, sur des logiciels. Donc, c'est donc qui était adapté, que maintenant c'est très développé en fin 2025. C'est tellement développé tous ces points. Donc voilà, évidemment, le malade, un questionnaire qu'on donne au malade, comme quoi, c'est-à-dire que mon gars va respecter un certain nombre de points. Comme je l'ai dit, donc à la fin, laissez vos noms, vos numéros de téléphone, vos mails, et on vous envoie tout ça. D'accord. Voilà. Pardon, oui, je rajoute. Oui. Et bien sûr, un atelier comme celui-là n'est pas une initiation, c'est pas. À présent, on vous invite fortement. Il faut être Si vous voulez connaître davantage la VNI, venez chez nous. On vous programme une demi-journée, vous avez tout. Voyez, revoyez, on va vous montrer les protocoles, on va vous montrer les machines, on va vous montrer les paramètres qu'on attend de vous. Et c'est réellement simple, c'est pas très compliqué chez et donc du coup, vous pouvez, Sismina Odanna, vous pouvez lui demander par exemple, pour programmer ça, Madame Naïma, ici infirmière polyvalente, on va vous recevoir, on a tout ce qu'il faut comme matériel. Quand vous avez une demi-journée, vous nous dites, la semaine d'avant. Comme ça, on se programme et venez. Il faut manipuler ces appareils pour prendre l'habitude. Donc voilà un certain nombre de questions donc aussi bien sur le masque, sur disons l'interface, également les hanets. Donc est-ce que c'est serré, c'est moins serré? Tout ça c'est important, également les fuites. Voilà donc. Et c'est un détaillé à qu'est-ce qu'il faut comme relevé à J0. Mais je pense qu'on ne va pas s'attarder ici, comme ça pour laisser le temps. Donc c'est les éléments qu'on devrait relever à J0. Donc à J1, aussi bien l'explication, le diagnostic, le bilan, également un certain nombre de paramètres de l'appareil.
Et donc, deuxième jour, un certain nombre d'éléments, donc, voire même, donc, ici on parle comme quoi c'est une visite. Et je pense, madame, vous avez l'habitude donc, de faire tout ça, donc de faire se relever, voire même la mise en route de la VNI pendant 90 minutes, je ne sais pas, est-ce que toujours de mise, donc ça. Et l'éducation thérapeutique et l'initiation de l'enseignement nocturne. Voilà, le troisième jour, donc on passe un certain nombre de relevés, c'est le point. Donc, je suis revenu. Donc, ça, d'un point de vue le déplacement, donc de kiné, de technicien à domicile. Donc, pardon, est-ce que je vous ai marqué ici? Ça, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital 2 jours. Donc, on n'est pas encore à domicile. Donc, le premier jour, le deuxième, le troisième. Après, on passe à domicile. On fait ce relevé. D'accord? Donc, à Géraud, donc le J1, on revient et on fait donc ces éléments, ces relevés. Deuxième jour, donc la même chose, l'adaptation du masque, les réglages. La troisième jour, la lecture de la capnographie lorsqu'elle est disponible, transcutanée, l'enregistrement, le questionnaire dont je vous ai marqué, l'adaptation au masque. Et ensuite, on prend donc le rendez-vous par la suite pour un mois. Et le rapport donc, qui est de synthèse qui va être adressé donc, au médecin prescripteur, voire même lorsqu'on est dans un télémonitoring, on pourrait même de façon instantanée. Si vous disposez sur votre ordinateur, vous allez voir ça. Je pense si vous il a développé une plateforme, on pourrait être connecté, on est donc à jour avec nos malades. Pour anticiper. Dans votre cabinet, c'est ça. Seul votre ordinateur ou votre smartphone. C'est ça, c'est important pour anticiper des complications, des problèmes. Ce n'est pas qu'après un mois, 2 mois, il revient à, ou bien il a jeté le masque, donc il n'a plus utilisé. Vous pouvez anticiper tous ces éléments. Donc voilà, entre les différentes phases qu'on a dit, donc entre J8, J15, J28, d'où cela, donc ces relevés qui sont faits à domicile. Et ici, donc après, donc ça c'est le prestataire qui va faire, voilà, on a débuté telle date, voilà, à la demande, voilà le diagnostic, donc voilà les éléments. C'est des courriers qui sont réguliers entre vous, mais évidemment ça peut être aussi bien par lettre écrite sur papier, comme ça peut être également par, disons, transmis sur messagerie ou par mail. Vous pouvez rentrer sur la plateforme. Tous ces éléments. Vous recevez un message SMS comme quoi vous avez sur la plateforme, si vous avez un compte avec nous, vous avez reçu un message. Et donc vous rentrez, vous avez votre code, vous rentrez, vous voyez tout ça. Voilà, ici, ce dont parlait Khalid, en ce qui concerne ces systèmes à haut débit. Donc, à haut débit, donc des débits, donc, pour un débit de 38 minutes, qui peut aller jusqu'à 50-60. Et donc ici, ils fournissent tout l'air inspiré, capable d'assurer des niveaux constants de CO2, capable d'assurer effectivement 100% de CO2 et contrôle de la température et de l'humidité, que les autres n'arrivent pas toujours à faire. C'est-à-dire que là, par exemple, s'il y a un hospitalier avec nous qui, lui, fait beaucoup de VNI, oui. Il va dire, ah oui, vous faites le haut débit à domicile. Oui, le haut débit à domicile peut se faire. C'est ça. Parce que la source d'oxygène, parce que quelquefois on consomme, on va faire appel à l'oxygène mural quand on est en milieu hospitalier. Mais à domicile, on peut faire, et vous pouvez voir les modèles d'appareils là-bas, on a des appareils aujourd'hui qui ont été mis au point en 22 et qui permettent de faire du haut débit à domicile avec un extracteur d'oxygène de 10 litres. On ne va pas atteindre des FiO2 extrêmement élevés, mais déjà, on peut. En fait, pourquoi cette histoire de haut débit, il faut l'intégrer dans c'est l'acceptance du traitement. C'est le rétablissement de l'état physiologique. Comme j'ai dit, température, humidification contrôlée, c'est très important. Voilà, donc ici, donc c'est haut débit, évidemment. On peut les constater effectivement lorsqu'on est dans nos malades en réanimation, comme vous voyez sur votre gauche, et également à domicile. Voilà. Regardez, là, on n'a plus une affaire de masque. On n'a plus une interface lourde. On a une lunette haut débit. Le patient peut communiquer avec son entourage. L'entourage ne va pas paniquer parce qu'il voit que c'est les conditions de réa et tout ça. Donc, et donc, du coup, on travaille dans de meilleures conditions. Vous avez, je pense, l'interface, vous ne l'avez pas ici, non? Vous avez uniquement pris du net, c'est ça? Oui, oui. Ça, c'est par exemple, ça c'est du haut débit. Ça, c'est du haut débit hospitalier. Vous avez l'appareil là-bas. Et ça, c'est du haut débit domicile. Domicile, c'est ça. Est-ce que ça peut remplacer l'oxygène hyperbare pour les patients qui sont claustrophobes?
ne peut pas se mettre dans les patients avec les problèmes qui ont Ah, c'est bien. indication hyperbare aussi. D'accord, c'est ça. Oui, Surtout les Oui, oui, claustrophobes, j'ai vu surtout ça. les cancers, C'est ça. est-ce que c'est une alternative? Alors, Mettre dans une enceinte hyperbare. L'usage pour les patients artéritiques, pour les patients C'est ça, diabétiques, pour c'est les ça. patients qui ont des pertes de substances, C'est ça, oui. Mais je utilisé pense pas. surtout par les Je plasticiens sais et pas. par les- Est-ce que. Les plasticiens, nous avons d'autres solutions. Nous, c'est un autre axe d'activité. Nous avons un autre axe d'activité où, pour l'oxygénothérapie hyperbare, nous avons de l'administration topique. Mais ça, c'est surtout d'oxygène topique sur des C'est plaies ça. complexes, des plaies Tout à chroniques. fait. Oui, oui. حتى أنا vous vont. Pardon, docteur ça. Oui, oui, parce qu'il y a des Ça- patients claustrophobes. C'est ça. Et surtout, Docteur Sabir, je pense هنا, c'est-à-dire حتى lorsqu'on parle de hyperbare, c'est corporel. Ah, Ici, d'accord. c'est il faut on se concerne le système ventilatoire pulmonaire. Ici, donc, pour les diabétiques, pour les pieds diabétiques, c'est corporel pour arriver là. Mais c'est possible qu'il y ait d'autres éléments de réponse. Je pense qu'on pourrait passer, voilà, donc ici, les différents avantages. Donc, c'est hyperbare. Donc, voilà. Donc, le HayFlu, donc, comme on vient de vous expliquer. Parce que l'hyperflu, il va également permettre même la clairance mucociliaire. C'est ce qui est l'élément qu'il n'apporte pas. Donc, il va rétablir, puisqu'à vrai dire, qu'est-ce que se passe? Le tapis mucociliaire, lors des inhibitions respiratoires, il est pratiquement flasque. Il n'arrive plus à travailler. Donc, ce qui fait, donc, le contrôle de la température, de l'humidité, va permettre de telle façon d'avoir un anticorps. On va, c'est-à-dire passer, c'est-à-dire c'est pas tellement, parce qu'on n'aura pas le temps. Si vous permettez, donc, je vais passer rapidement. Et donc, ici, vous passez un certain nombre de points que je voulais partager avec vous. En cas des petits appareils là de VMI que le patient peut garder pendant de longues heures, Oui. il peut se déplacer avec, sortir et tout. Alors, Dans la rue, d'accord. Jusqu'à présent, on n'a pas de ventilateur avec batterie autonome, c'est-à-dire il va aller faire son marché, partir à la mosquée et tout ça. Non. Il faut d'abord pour la VMI, en général, c'est position semi-assise ou position alitère en général. D'accord? Parce qu'il faut bien. Là, alors, qu'il soit à domicile tout le temps. juste, il y a une différence. Je vais revenir sur des notions basiques. La pression positive, la PPC, ce n'est pas une ventilation. Ça, ce qu'il faut faire, c'est une différence. La pression positive est là pour Ouvrir. maintenir Ouverte là. Exactement. Ce n'est pas une ventilation. Une ventilation, je vais fabriquer un cycle En ventilateur. fait, c'est ça. C'est-à-dire, je vais fabriquer une partie ascendante, Donc, un temps de I et une expiration, un temps d'expiration. Tout ça, je vais le fabriquer. La Donc, PPC, la gazométrie est normale. exactement. oui, il peut être normal, il peut être normal, c'est ça. Donc ça, c'est une différence fondamentale entre maintenir ouverte des voies et entre fabriquer une ventilation, il y a une grande différence. D'accord? Donc c'est pour mettre un peu les... Donc nous ne pouvons pas nous déplacer avec un ventilateur, on est en train de fabriquer une respiration, donc c'est autre chose. Donc ça, c'est deux choses fondamentales. Merci. Et si je répète effectivement, ça, on l'a vu, donc ça c'est disons, je l'ai emprunté d'une présentation que j'ai vue à Marrakech. C'était intéressant, c'était une dame, ce n'est pas un médecin, elle est technicienne qui a présenté ça, qui va bientôt il va venir au Maroc, c'est intéressant. Et parler d'une part de cette prescription écrite dont on a parlé. Et vous voyez donc ce que je vous ai montré, en dehors donc, du diagnostic, tout ça, donc de préciser le ventilateur, le réglage, c'est important. C'est-à-dire dans le cadre, donc on devrait apprendre en tant que pneumologue, donc d'avoir cette expertise dans cela. Ça d'une. Également donc le point de vue, le ventilateur, voilà, il faut préciser niveau 1, niveau 2, c'est ça, c'est important. Également. Et après, effectivement, le choix du ventilateur, il y a des ventilateurs niveau 1, niveau 2, niveau 3, évidemment. Donc, autant, c'est-à-dire les premiers, c'est destiné pour les troubles du sommeil, les PPCO, les déformations thoraciques. Les deux, donc évidemment, point de vue durée, donc de batterie, donc les maladies neuromusculaires évoluées, des maladies de plus de 8 heures par jour. Et la troisième niveau, il s'adresse à des hypoventilation alvéolaires centrales, maladies neuromusculaires, des trachéotomisés et des maladies de ventilation de plus que 16 heures par heure. Donc, c'est d'une part les différents modes ventilatoires, donc évidemment,
ça va être différent, l'arithmétique que vous voyez ici, que également les 25 et autres. Et le mode ventilatoire après, donc quel mode ventilatoire on adopte? C'est ça ce que vous disiez tout à l'heure en ce qui concerne les paramétrages, de régler le mode ventilatoire, le volume courant, quelle pression, l'IPAP. Est-ce que, à vrai dire, le terme barométrique, volumétrique, dans la littérature, et c'est avéré, c'est la même chose. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et également, soit c'est une pression qui est fixée, pré-réglée, ou elle est variable. Et également, c'est-à-dire qu'on pourrait voir sur les écrans de différents appareils, on arrive à voir ça. Voilà, donc le réglage des paramètres. Vous voyez, c'est ça ce qu'on est en train de dire, de créer un cycle pour nos malades de ventilation. Voilà. On va donc essayer de voir ici aussi bien le départ, la remontée, la pression inspiratoire et le cyclage. Donc, avec la pente. Donc, autrement dit, ce qu'il a défini, comme quoi on a sur la main, donc on a 4-5 étapes. L'IPAP, le trigger, la fréquence, trigger, et l'IPAP et la pente. Voilà, donc les trois phases. D'abord, faites rentrer le volume, c'est l'IPAP et la pente. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir un volume courant inspiratoire qui tourne autour de 6 à 8 millilitres par kilo, du point idéal évidemment. C'est ça, comme dit Sekhaït, on est en train de créer un cycle à nos malades pour l'aider à respirer. Voilà donc, ici donc, seulement il y a des précautions, attention au piégeage de l'aide inspiratoire versus la pression inspiratoire. La pression inspiratoire, c'est la somme de l'aide inspiratoire et de la PEP. Commencez par une IPAP de l'ordre de 10 cm d'eau et obtenir un volume courant mesuré, comme on a dit, entre 6 à 8 millilitres par kilo, selon également le confort du malade. Voilà donc la pente inspiratoire, la pente inspiratoire, le réglage du confort. Habituellement, les BPCO préfèrent une pente rapide. La pente initiale pratiquement de l'ordre de 200 millisecondes. Et il faut adapter en fonction du patient. Il n'y a pas de règle stricte. Et la vitesse de montée, donc, de montée, je ne sais pas si on l'appelle le Weinstein, bien, c'est beaucoup plus, c'est le Weinstein. Respect également, ils sont la même chose, cette vitesse. Exact. C'est ça. Voilà, donc, ici, on a dit le volume qui rentre, les triggers, donc, déclencheur aspiratoire, donc il faut qu'il déclenche l'aspiration avec le malade. Détection par la machine d'un débit aspiratoire produit par le malade. C'est ce qu'on appelle les triggers, ça dépend à quel moment de déclenchement. Également, détection par la machine d'un débit aspiratoire produit par le malade. Pour soi, il est impossible de comprendre les valeurs du trigger, mettre une moyenne aux alentours de 50%, mettre le trigger le plus sensible si le malade ne déclenche pas son aspiration, mais souvent il y a un autodéclenchement. Donc il faut arriver donc, à forcer le trigger. S'il n'y a pas d'autre cause, donc à des fuites éventuellement. Voilà donc détection d'un chute de débit aspiratoire, donc ça c'est différents réglages qu'on fait au point de vue de cyclage. Voilà détection des chutes de débit aspiratoire, donc commencer par le volume courant le plus bas avant d'y aller. Donc vous voyez donc c'est un certain nombre de points. Madame Meriem, il a l'habitude donc comme ça d'y aller doucement. Donc tout ça. Donc cyclage peu sensible, où on augmente la durée du cycle et également le volume courant. Voilà, donc d'une part, les différentes voies, donc soit impossible de comprendre les valeurs du cyclage, mettre sur la moyenne, demander au malade si la durée du cycle est confortable, des cycles trop longs ou bien trop courts. Donc essayer de voir le trigger s'il est bien réglé, et voire même on pourrait vérifier en polygraphie s'il y a un doute. Le réglage du cycle, donc un certain nombre des éléments qui est préconisé pour le réglage. Il y a, c'est-à-dire, soit ça peut être en mode spontané, donc l'appareil nous donne ça, soit en mode spontané, donc, ou bien un mode qui est contrôlé. Donc ici, donc, il y a un certain nombre d'éléments. La fréquence respiratoire, le trigger à régler, pas de trigger inspiratoire. Mais je pense que tout cela, ça peut paraître un peu barbare, un peu trop compliqué. Je pense, et si en pratique, on le verra mieux, tout cela. Donc voilà, comme on a dit, donc ces différentes étapes, les 5 étapes établies, la fréquence respiratoire, régler la fréquence de sécurité en dessous de la fréquence respiratoire spontanée,
entre 12 et 26 minutes. Le réglage va dépendre de la pathologie, évidemment, de quoi on est en présence de qui. Est-ce que c'est une fibrose pulmonaire? Est-ce que c'est un BPCO? La tolérance du patient. Par exemple, c'est l'exemple comme quoi la BPCO, il y a un risque d'un trapping d'air si la fréquence respiratoire est trop élevée. Donc, voilà. C'est ça. Voilà donc comment on règle le trigger. Donc, ça, c'est un certain nombre d'éléments à arriver à régler. Donc, aussi bien pour les restrictifs que les obstructifs. Voilà, en conclusion, donc voilà les grands éléments, c'est-à-dire un certain nombre de points qu'on règle de telle façon arriver à avoir une certaine adaptation malade-machine et avec les interfaces. Voilà, donc les différents points. On pourrait passer ici, si vous voulez bien, on pourrait passer voir les appareils pour ne pas. Donc, c'est ça. Je pense. Oui. Quand est-ce qu'on associe une oxygénothérapie à cette événement? Au fait, c'est d'une part, il y a la pathologie en présence, aussi bien, par exemple, une fibrose pulmonaire évoluée, obligée d'associer l'oxygène, c'est-à-dire obligatoire. Les BPCO hypoxie également. C'est-à-dire, il y a une obligation, ça dépend de la pathologie. Ça, également, vous avez votre gazométrie. C'est ça. C'est ça. C'est les deux, c'est-à-dire avoir aussi bien la pathologie en présence que également, c'est-à-dire la gazométrie que ça va donner. Et dans ce cas, en alternative, comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a les séances de VNI, normalement, les séances de VNI que vous prescrivez, ce n'est pas en continu la plupart du temps. C'est pratiquement des modes qui vont se répéter une fréquence toutes les 4, toutes les 6, toutes les 8 heures. Et l'oxygène, ça dépend de la pathologie sous-jacente qui peut être en continu, comme dans le cadre des fibroses. Et si c'est une malade de pratiquement de 72 ans, qui présente une pneumopathie fibrosante, voire même malheureusement une fibrose très évoluée. Malheureusement, c'est-à-dire il avait été discuté en DMD, je ne sais pas si il se rappelle, et on a préconisé qu'il soit mis sous antifibrosant. Elle était accompagnée tout le temps avec sa fille qui était à Casablanca. Ses enfants, ils sont à l'étranger. Il dit voilà, on va demander à son fils, comme ça. Et ça a traîné. Jusqu'à que la fibrose est tellement évoluée, elle est devenue pratiquement oxygénodépendante, également même elle développe une hypercapnie. C'est ça ce que. À ce moment-là, on voit la méthode. Cette dame-là, elle vit, Naïma, dans quel coin? C'est. Oui. ساكنة في نعطيك non, elle vit où? نعطيك فيه. الجارة exactement. C'est juste pour vous situer, le garage, c'est-à-dire des conditions, électricité, machin, c'est pour résumer. Là, voilà, nous avons un rapport, par exemple ici, nous avons tout ce qu'il faut. Et ça, c'est en temps réel, on le voit. C'est-à-dire que là, n'importe, nos opératrices, lorsqu'elles rentrent, voient le rapport, voient l'observance, comment la veille ça s'est passé, comment. Et donc le but, au fait, ici par exemple, là, voilà, nous avons un certain nombre de paramètres et nous avons une ventilation alvéolaire cible de 5,2 litres par minute, par exemple. Ça, c'est le... Et on va dire, ok, on va régler l'EPAP à 4 cm haut, on a l'IPAP également, on a ces paramètres et on a les statistiques. C'est-à-dire on sait un peu ce qui se passe, on sait s'il y a des fuites, on sait quel est le volume courant, on sait tous ces éléments sont là, nous les avons, d'accord? Et donc, à partir de là, si tu peux avancer, Youssef, s'il te plaît, tu peux faire dérouler. On va descendre rapidement pour vous. Donc, à partir de là, on déduit si on est dans une ventilation correcte ou pas, ou si les choses se détériorent. Ok, on descend. La pression, par exemple, on descend. Voilà, par exemple, cette personne-là, on va dire que ça c'est août 25, ça c'est septembre, ça c'est octobre, et on voit qu'il y a une constance. D'accord? Au niveau de la ventilation. Ça ne veut pas dire que systématiquement tout est optimisé, mais ça veut dire que déjà on a une constance. Il n'y a pas de variabilité une nuit ou l'autre. Ici, on a les fuites, par exemple, quand il y a un problème de masque. Là, c'est très peu. C'est ça, c'est peu. Ça, c'est un mois, ça, c'est un deuxième mois, ça, c'est un troisième mois. Donc, on a quelques nuits où ça pose problème. Mais ce n'est pas toutes les nuits. Pardon, c'est effectivement, vous recevez, c'est pour chacun de nous, il reçoit des rapports. C'est très important, la lecture d'un rapport. Tu arrives à comprendre, je pense. C'est-à-dire, ça mériterait même un atelier à part.
C'est-à-dire comme ça. C'est ça pour un... Aujourd'hui, si vous venez chez nous, parce qu'il faut bien que vous veniez, parce que c'est lourd un peu de déplacer tout ça. Mais en plus de la formation sur machine et tout ça, vous aurez un code accès à notre plateforme. Avec ce code, quand vous rentrez, vous avez tout. Vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, imaginons, vous voulez prescrire pour un nouveau patient. Eh bien, il suffit de renseigner, nous, on reçoit immédiatement un message, vous n'avez même pas besoin de nous appeler. On a le message qui tombe chez nous, il y a un message de la part du docteur Intel, on rentre, on voit, c'est une demande de mise en place de VMI, il faut les coordonner, il faut les renseigner. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est un gain de temps. Là, aujourd'hui, il faut intégrer ces supports. D'accord? Oui, oui, voilà, au niveau des fuites, la ventilation minute, par exemple. Ici, nous, si vous venez chez nous, on va vous expliquer l'intérêt de la médiane, de la maximale et pourquoi c'est important. Et on voit une certaine constance. La fréquence respiratoire, on voit que c'est une fréquence respiratoire médiane assez élevée. Comme c'est ça. C'est pas 16. C'est pas une fréquence de 16, c'est une fréquence. Exactement. Et là, on comprend que oui, il y a un souci. D'accord? Mais vu son état. Très bien. Les inspirations spontanées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est bien synchronisée avec sa machine. Parce que s'il était asynchrone, ça allait être autre chose. D'accord? Les expirations spontanées, donc il y a les événements, c'est ça, c'est pas important ici. Et là, on voit les durées d'utilisation. On voit que cette dame-là a du mal, parce que regardez, c'est entre 1h et 4h, c'est ça. Et à peine. Il arrive à utiliser son art, c'est ça. Donc, sur nous, c'est une courbe dormeuse. Et en plus, il doit y avoir quelque chose qui l'empêche de dormir. C'est ça. En discutant avec le professeur Ziane, on a dit peut-être qu'il est intéressant de voir ce qui se passe au niveau télémétrique. D'où l'intérêt d'avoir posé cette montre pour avoir un certain nombre de paramètres. Et là, en plus, tout ça, vous l'avez sur la plateforme. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de nous appeler. Si vous voulez un commentaire, on vous le fait, mais vous avez ça. C'est pour vous répondre, docteur. Vous avez la main sur tout. Nous, juste, on met à disposition. On est des cuisiniers pour vous. Alors, le rapport ici également, donc inspiration, expiration. Les temps inspiratoires, vous voyez, on fabrique une... Donc là, vous avez tous les renseignements. Sans trop vous alourdir, on va passer pour voir les machines. Juste la télémétrie, je leur montre la télémétrie. Alors, ici, la même patiente suivie, par exemple, sur un mois. Ici, on a de l'intelligence artificielle qui traite l'information. C'est-à-dire que là, on est dans des simulations. Nous avons, alors, s'il te plaît, voilà. Alors, on a 2 alertes. On a un paramètre santé, c'est-à-dire qu'est-ce que la patiente nous dit. Et chaque jour, on relève. D'accord? La douleur, est-ce qu'il y a un ressenti couleur? Descends, s'il te plaît. La suivante. Voilà. Et là, on a, sur chaque point, on peut voir. Et tout ça, c'est traité par l'intelligence artificielle. Les symptômes, c'est ça. Donc, c'est important, évidemment. L'atout. Alors ici, on a un point important. On a sorti de ça que l'atout chronique empêche cette dame de dormir correctement. Et donc, il y a immédiatement, on a l'explication. Quoique c'est-à-dire ici, dans les fibroses, on le sait, la fibrose pulmonaire, par excellence, c'est l'atout. C'est l'atout, en plus de la dyspnée. Ici, le sommeil. Par exemple, ici, voici ce qu'on relève grâce à l'actimètre de la montre. Et on voit qu'elle est là. L'intelligence artificielle nous dit cette dame-là devait être là, dans cette cour. Et donc, d'où la conclusion qu'il y a un problème au niveau sommeil, et il y a le problème, il est expliqué par le fait qu'elle a une toux chronique qui l'empêche de dormir. Voilà l'appétit, par exemple, on a un certain nombre de paramètres. Ici, par exemple, l'appétit devait être le transit, ça c'est le transit. Dans cette moyenne. Le transit, pardon. Là, on n'est pas dans, on est là. Donc vous voyez ces décalages. Tout ça, c'est des renseignements pour vous, pour que vous puissiez soit reconvoquer la patiente et dire voilà, il y a tel aspect, et donc comment on peut le corriger.
C'est bon. Et il y a la dyspnée, bien sûr. Voici les alertes formulées par l'IA. Ça, c'est au niveau essoufflement. Ils disent, attention, il y a problème. D'accord. Si vous voulez bien, c'est-à-dire on passe vous voir, c'est-à-dire parce qu'on a plus le temps, beaucoup de temps. Vous voyez le matériel, et comme dit, laissez vos coordonnées, on vous coordonnera pour le regardez, pardon, juste ici. Ici, l'alitement. On voit que la dame est alitée. Tout le temps, c'est ça, presque. Tout le temps. Elle bouge très peu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que là, normalement, là, il faut une kinésithérapie respiratoire. Il faut la restimuler si on veut qu'elle... Parce que là, elle va se détériorer. Cette dame-là, vu son état, vous voyez, les niveaux sont alarmants. On dépasse ce qui est toléré. Et donc, au niveau alitement, c'est un maximum. Tout ça, c'est des renseignements que vous avez. C'est-à-dire, au fait, c'est l'occasion d'utiliser ces données pour rentrer davantage en contact avec vos patients et pour manager leur pathologie. Vous pouvez même les imprimer ou les sauvegarder, ça dépend. Imprimer. Et tout ça, vous l'avez sur notre plateforme. C'est-à-dire qu'une fois, vous avez les renseignements, vous avez le commentaire et vous avez le correspondant et vous avez la correspondante. Par exemple, l'infirmière qui suit la patiente, Monsieur Smina, si vous voulez, si vous avez besoin de... Ça, c'est l'historique des patients, les paramètres. Si vous voulez bien, on voudrait voir les ventilateurs numéro 1. Donc, 1, ventilateur 2. Laissez vos coordonnées, comme ça, je peux vous contacter. L'utilisation ديالها تكون على حساب البروتوكول تاع الميدسان لو باسيون وكيكون الباسيون يعني ماشي في واحد ليطاليه افونسي بالنسبه للباثولوجي ديالو بالنسبه للنيفو 2 افيك باتري دونك هنا كتكون ليوتيليزاسيون اكثر من 8 بالنسبه للباسيون بالنسبه للنيفو 3 فهي كتكون الناس اللي لا بليبار ديال لي باسيون اللي كيستعملوا نيفو 3 كيكونوا في اي دونك كتكون ليوتيليزاسيون 24 اور سور 24 هذه نيفو 3 تستخدم سيركوي سامبل وكتخدم حتى دوبل برونش دونك بحال الريسك اللي تيكون عندنا في لاغيا بالنسبه لي زانترفاس عندنا هنا ماسك افيك فويد اللي كنخدموا به نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 وعندنا ماسك سون فويد ماسك سون فويد هو اللي تنخدموا فيه سيركوي دوبل برونش مع نيفو 3 فقط. Juste une chose, pour vous simplifier la vie, 90% des prescriptions VNI sont là-bas. Niveau 1. D'accord. C'était la loi de Maslow, 80-20, Rodou à 80. D'accord. 80%. C'est-à-dire que là, on prescrit en général une BIPAP, une ventilation à 2 niveaux de pression. Donc ça, c'est le commun des mortels. Le syndrome d'obésité hyperventilation, il est là-bas. Là, on ne vient vers là que si vraiment ça commence à s'accentuer. Mais là, c'est 20%, 15% de cas en général. Les 85 qui sont là-bas. Parfois, il y a des patients hypercapriques, donc c'est un niveau 1 qui compte l'aria. Donc, il est difficile parce que vous avez des capriques. Donc, là, il y a un niveau 2 et niveau 2, soit niveau 3 avec masque sans feu. L'utilisation de la VI ou la VI, c'est mieux le patient qu'on hospitalise. Il y a 24 heures حتى 48 heures في الميليو hospitalier ومن بعد عاد كنديرو الدوميسيل. Il y a juste une suggestion. Si vous avez des patients que vous connaissez et vous savez qu'ils vont en se détériorant, il vaut mieux faire programmer une initiation à froid. Donc du coup, en faisant ça, ne serait-ce qu'une journée, يشوف بعدها هذا الماسك، يشوف لاباري، يشوف ما يكون والو، حل انيسياسيون حتى النهار اللي يحتاجه et vous allez avoir besoin يكون il est préparé psychologiquement. C'est difficile, on se met à la place du patient du jour au lendemain, جيب لا ماشين والناس داخله خارجه les masques, le truc, c'est angoissant. Ça veut dire je monte dans ma voiture, je vois le niveau de carburant, le niveau de l'huile, la température et tout ça. Ici je vois la TCPO2, je vois la PO2, je vois la TCPO2, donc, et on continue. C'est-à-dire c'est une gazométrie, on continue ça. Donc j'ai une indication sur ce que je fais. Et ce qui est sympathique, c'est que, entre guillemets sympathique, c'est que quand je fais mes réglages, je me retourne, je vois ce que fait la PCO2.
Et donc, c'est la PCO2 transcutanée parce que c'est juste un capteur qu'on va mettre soit au niveau des oreilles, lobe-oreille ou dans des positions, et ça va nous permettre d'avoir la TCPO2, la PCO2 transcutanée, mais qui est corrélée totalement avec la PCO2 mesurée par la gazométrie. C'est ça, c'est vraiment une nouveauté, c'est-à-dire arriver à voir la PCO2 qu'on n'arrive pas. Sinon, on serait amené à piquer le malade plusieurs fois. Quoique c'est une recommandation. Lorsqu'on place une VNI, par exemple, au milieu hospitalier, après une séance de VNI, on va faire une gazométrie pour voir qu'est-ce qu'on a obtenu. Là, vous l'avez en continu. C'est ça, oui. Et non seulement vous l'avez en continu, mais si vous faites un truc toute la nuit, vous voyez ce qu'il est en train de faire avec l'impact sommeil. C'est ça. Donc là, vous avez un tableau de bord réel. D'accord? Ici, c'est un appareil de haut débit. Haut débit avec humidification, vous voyez un humidificateur derrière, et la lunette ici. C'est ça, c'est plus le masque, c'est plus. C'est pas un masque, c'est pas. Et donc avec le rétablissement mucociliaire physiologique, du drainage mucociliaire. Ici, c'est un haut débit domicile. D'accord? Ça, si on est en clinique ou en hôpital, on va mettre ça. Et là, réellement, le patient, même s'il est récalcitrant par rapport à la mise en place d'une VNI, quand vous mettez ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, il ne discute plus l'utilité parce qu'il voit qu'il est très confortable. Pendant longtemps, au niveau action mucociliaire, elle était déficitaire. Là, il se voit, waouh, il renaît. Et donc, vous le voyez sur lui. D'accord? Voilà un peu les grandes lignes. Et puis, par exemple, quand on vous a parlé de la télémétrie, ben c'est ça. C'est un téléphone avec une montre. La montre, elle a une application que nous avons avec de l'IA embarquée pour l'interprétation. Et là, on suit des patients post-opérés, on suit des patients post-opérés cardiaques, post-opérés respiratoires, des patients chroniques aussi long cours. On a un certain nombre de paramètres, vous avez vu, il y a plus de 20 paramètres qu'on peut suivre allègrement en fonction du contexte. C'est ça. D'accord. Voilà globalement un peu les nouveautés dans ce sens. Mais encore une fois, M. Sminaïla, vous voulez connaître davantage, bloquez une demi-journée de votre temps, informez-nous avant, et je suis sûr que Mme Naïma se fera un plaisir de vous présenter ça. On vous présente aussi tout ce qu'il y a. Et essayez de vous mettre sur ces plateformes, parce qu'aujourd'hui, le digital a pris un grand pas. Et donc, il ne faut pas rester en... C'est exactement, c'est ça. Il ne faut pas garder les clics. Je rentre dans une application, je vois, j'ai mon compte, je demande, je n'ai pas besoin, c'est-à-dire le soir, je peux même programmer si j'ai des patients, je suis en patientèle et je n'ai pas le temps et tout ça. Aujourd'hui, ça devient simple. Okay? Laissez vos coordonnées, comme ça on va en contact. Voilà. Allez, merci encore. Allez, merci. Mon cas, ne fait que commencer.